Le 7 décembre 1941, peu avant 8 heures du matin, des avions japonais commencèrent à bombarder la base navale américaine de Pearl Harbor, à Hawaï. L'attaque fut soudaine, rapide et mortelle. En quelques minutes, plusieurs cuirassés furent mis hors service, des dizaines d'aéronefs furent détruits au sol et plus de 2400 personnes perdirent la vie. Les États-Unis, jusqu'alors restés en dehors du conflit, se retrouvèrent immédiatement impliqués dans la guerre. Cependant, il ne s'agissait pas d'un acte isolé ni spontané. Les relations entre le Japon et les États-Unis étaient déjà détériorées depuis plusieurs années. Les tensions liées au contrôle du Pacifique, les restrictions économiques imposées par Washington et les intérêts militaires du gouvernement japonais avaient créé un climat de plus en plus difficile à maintenir. Pendant des mois, alors qu'on parlait de paix, une attaque se préparait. Les signaux d'alerte existaient, mais ils ne furent pas pris en compte à temps. L'histoire de Pearl Harbor ne commence pas par les tirs, mais par une chaîne de décisions et d'omissions qui s'accumulèrent en silence. Comment en est-on exactement arrivé là? Tensions ayant conduit à Pearl Harbor. Le 7 décembre 1941 ne fut pas le début soudain d'un conflit isolé, mais le point culminant d'une série de tensions accumulées pendant des années entre le Japon et les États-Unis. La rivalité entre les deux puissances s'était intensifiée au cours des années 1930, alimentée par des intérêts opposés en Asie et dans le Pacifique. Le Japon, avec une économie dépendante du commerce extérieur, aspirait à contrôler des ressources stratégiques telles que le pétrole, le caoutchouc et les minéraux. Ses campagnes militaires en Chine et en Asie du Sud-Est répondaient à cet objectif. Cependant, son expansion territoriale entrait en conflit avec les intérêts américains dans la région. Washington observait chaque avancée japonaise avec inquiétude, en particulier après l'occupation de la Mandchourie et le déclenchement de la guerre contre la Chine continentale. Les autorités américaines adoptèrent des mesures progressives pour freiner Tokyo. Des restrictions commerciales furent imposées, des avoirs financiers furent gelés et finalement, un embargo total sur le pétrole fut décrété. Cette décision, prise en juillet 1941, laissa au Japon des réserves limitées pour maintenir son appareil militaire. Dans les mois qui suivirent, les deux gouvernements menèrent des discussions diplomatiques. Le Japon exigeait la levée des sanctions sans renoncer à sa présence militaire en Asie. Les États-Unis, quant à eux, exigeaient un retrait total. Les positions étaient irréconciliables. En parallèle aux négociations, le haut commandement japonais élabora un plan pour attaquer la base navale américaine à Hawaï. L'objectif était de neutraliser temporairement la flotte du Pacifique et de gagner le temps nécessaire pour consolider ses positions en Asie du Sud-Est. La planification fut tenue secrète, même pendant que les diplomates japonais continuaient à négocier à Washington. La décision de recourir à la force avait été prise. La question n'était plus de savoir s'il y aurait une guerre, mais quand elle commencerait. L'opération secrète de Yamamoto. Au cours des premiers mois de 1941, le gouvernement japonais évalua les options face aux restrictions imposées par les États-Unis. Dans les cercles militaires, l'idée d'une action armée visant à sécuriser les ressources de l'Asie du Sud-Est gagna en force. Cette décision exigeait de neutraliser immédiatement la capacité offensive de la flotte du Pacifique des États-Unis. Le haut commandement naval japonais commença à élaborer un plan spécifique contre la base de Pearl Harbor. Le projet fut dirigé par l'amiral Isoroku Yamamoto, commandant de la flotte combinée. Dès le départ, il affirma que, si le Japon entrait en guerre contre les États-Unis, il serait impératif de commencer le conflit par une attaque aérienne qui désorganiserait l'adversaire dès le premier jour des hostilités. La proposition rencontra une résistance au sein même de l'état-major japonais. Certains officiers jugeaient imprudent d'attaquer une base lointaine au lieu de se concentrer sur les voies maritimes d'Asie du Sud-Est. Néanmoins, Yamamoto insista. Sans une action initiale de cette envergure, l'effort japonais partirait avec un désavantage. Son autorité, combinée à son prestige, fit pencher la décision en sa faveur. Le plan reposait sur une opération navale exclusivement aérienne. L'utilisation de troupes terrestres ou de débarquement fut écartée. L'objectif était de lancer une attaque surprise, détruisant le plus grand nombre possible de navires de guerre américains alors qu'ils étaient à l'ancre.
Pour cela, un entraînement intensif des équipages et une modification technique des torpilles, qui devaient fonctionner en eau peu profonde, étaient nécessaires. Durant l'été 1941, une réplique partielle du port de Pearl Harbor fut construite dans les eaux japonaises. Des exercices constants y furent menés avec des avions torpilleurs, des bombardiers en piqué et des chasseurs. Les techniques de navigation, les itinéraires d'approche et les temps de lancement furent minutieusement ajustés. L'objectif était d'atteindre une précision absolue dans des conditions réelles. Les forces sélectionnées pour la mission formèrent une unité spéciale. 6 porte-avions furent assignés, accompagnés de 2 cuirassés, 3 croiseurs, 11 destroyers et plusieurs sous-marins. Cette flotte devait opérer de manière autonome, en maintenant un silence radio total à partir du moment du départ. Chaque commandant reçut des instructions précises et fut informé de son rôle dans l'ordre d'attaque. Parallèlement, les services de renseignement japonais s'efforcèrent de recueillir des données sur la routine de la base de Pearl Harbor. L'attaché naval à Hawaï fut mobilisé pour envoyer des rapports codés sur la position des navires, le trafic aérien et les niveaux d'activité. Ces informations confirmèrent que les fins de semaine connaissaient une activité réduite et que les principaux cuirassés étaient concentrés sur l'île d'Oahu. Les stratèges décidèrent que l'attaque aurait lieu un dimanche. Ce choix répondait à l'observation selon laquelle le niveau d'alerte était plus bas ce jour-là et que la majorité des équipages se reposaient. De plus, on estimait qu'un coup surprise dans ces conditions provoquerait un impact et une désorganisation accrue. L'opération fut désignée de manière confidentielle sous le nom de « Première unité d'attaque ». Il fut établi qu'elle devait naviguer dans le plus grand secret, en suivant une route par le nord du Pacifique. Le point de lancement fut fixé à une distance calculée pour permettre aux avions d'attaquer et de revenir sans ravitaillement. Ce calcul se basait sur l'autonomie de chaque type d'aéronef. Si les conditions météorologiques ou l'effet de surprise étaient compromis avant la date prévue, l'opération devait être annulée. Le succès du plan dépendait entièrement du secret et de la synchronisation. Aucune seconde chance n'était envisagée en cas d'échec. L'ordre final serait transmis par un code convenu à l'avance. La flotte recevrait la confirmation en cours de route. Tous les participants furent informés qu'ils devaient détruire tout document sensible s'ils étaient découverts ou attaqués avant d'atteindre la zone d'opération. À la mi-novembre 1941, la date définitive d'exécution fut arrêtée. Les officiers responsables informèrent leurs subordonnés qu'ils devaient se préparer à une opération de grande envergure. Aucun détail concernant l'objectif ne fut révélé jusqu'au dernier moment. Le haut commandement japonais craignait qu'une fuite ne compromette l'effet de surprise. La planification de l'attaque contre Pearl Harbor devint une priorité stratégique. Elle fut conçue comme une action limitée, destinée à gagner du temps pour assurer d'autres conquêtes. Personne à Tokyo ne considérait que l'attaque, à elle seule, garantirait la victoire. Le but était de causer des dommages initiaux suffisants pour contraindre les États-Unis à négocier sous pression. En route vers Hawaï sans être détecté. Le 16 novembre 1941, la flotte japonaise chargée de l'attaque contre Pearl Harbor quitta la baie de Itokapu, au nord du Japon. Elle était placée sous le commandement du vice-amiral Chuichi Nagumo, commandant de la première flotte aérienne. L'ordre de départ fut émis discrètement et seul le haut commandement connaissait la destination finale. Les unités se déployèrent en formation dispersée afin de réduire le risque de détection. L'itinéraire choisi traversait le Pacifique Nord, une zone peu fréquentée et aux conditions météorologiques instables. Ce choix visait à éviter tout contact avec des navires commerciaux ou militaires susceptibles d'alerter les forces américaines. La flotte navigua sans utiliser la radio, dans un silence total des communications. Toute émission de signal aurait compromis l'opération. La progression fut constante et coordonnée. Les unités maintenaient une vitesse limitée pour garantir la cohésion de la formation. Des instructions strictes furent données concernant l'usage des lumières, le contrôle du bruit et la surveillance continue de l'horizon. Les conditions météorologiques étaient défavorables, avec des vents violents et une visibilité réduite par endroits, ce qui facilita le camouflage. Chaque navire reçut des consignes précises sur les manœuvres à exécuter en cas de détection. Si un bâtiment rencontrait un navire civil ou militaire, il devait s'en écarter ou même le couler s'il représentait une menace pour le secret de la mission. Cette option était envisagée comme un ultime recours. Pendant l'avancée, des points de contrôle temporaires furent établis pour vérifier les positions et ajuster le cap.
Les réunions entre officiers étaient brèves et strictement techniques. Aucun commentaire n'était fait sur l'objectif ou la phase suivante de l'opération. Les équipages savaient qu'ils allaient participer à une action de guerre, mais la cible de Pearl Harbor ne leur fut révélée que peu avant l'attaque. Pendant le trajet, des avions de reconnaissance japonais survolèrent le Pacifique à la recherche de signes de mouvements ennemis. Aucune patrouille américaine ne fut détectée dans la zone nord, ce qui confirma que le choix de la route était judicieux. À bord des porte-avions, les pilotes révisaient les cartes et les profils des cibles. La priorité était d'atteindre une efficacité maximale en un minimum de temps. À terre, les services de renseignement américains surveillaient partiellement le Pacifique, concentrant leur attention sur les régions proches des Philippines et de l'Asie du Sud-Est. La zone nord n'était pas considérée comme un corridor probable pour une flotte ennemie. Cela permit à l'opération japonaise d'avancer sans opposition ni enregistrement significatif. Le 20 novembre, la flotte japonaise atteignit le point de rassemblement désigné, encore éloigné de l'archipel d'Hawaï. De brefs exercices de lancement d'avions furent réalisés sans décollage effectif. Les conditions de mer et de vent étaient évaluées quotidiennement pour confirmer que la date d'attaque pouvait être maintenue. Les prévisions annonçaient une stabilité pour les premiers jours de décembre. Simultanément, des unités de soutien, dont des sous-marins, approchaient des eaux proches de Pearl Harbor. Leur mission était de surveiller les accès et de torpiller tout navire tentant de quitter le port pendant l'attaque. Ces unités partirent à des dates différentes pour éviter une concentration visible. Certains petits sous-marins furent transportés par des unités plus grandes jusqu'aux environs d'Oahu. La coordination entre les différents groupes avait été définie à l'avance. Chaque navire connaissait son rôle, son timing et sa marge d'action. L'exposition aux signaux fut réduite au minimum et des codes simples furent utilisés pour les urgences éventuelles. Aucune communication avec le commandement central n'était prévue une fois l'opération lancée. Dans la nuit du 5 décembre, heure du Japon, l'ordre final d'approche vers la position de lancement fut donné. L'avance se fit en formation serrée, les unités alignées pour permettre le décollage simultané des aéronefs. Les commandants d'escadron effectuèrent les derniers ajustements de carburant, d'armement et de temps de vol. Les instructions furent confirmées par écrit et sans marge d'interprétation. Le 6 décembre, la flotte japonaise se trouvait déjà à une distance permettant de lancer l'attaque à l'aube suivante. Cette nuit-là, les pilotes reçurent leur mission précise, cible principale, trajectoire d'approche, altitude de vol et signaux de retour. Aucun membre de l'équipage ne quitta son poste. Les ordres étaient clairs et définitifs. En parallèle, à Washington, les services diplomatiques et de renseignement poursuivaient leur évaluation de la situation avec le Japon. Des messages chiffrés, une fois décryptés, indiquaient que Tokyo s'apprêtait à clore les négociations. Malgré cela, aucune alerte générale ne fut émise concernant la possibilité d'une attaque imminente. La flotte japonaise acheva sa traversée sans être détectée. Le déploiement s'effectua en silence et avec la coordination prévue. La phase d'approche était terminée. Toutes les unités étaient en position. L'étape suivante consistait à lancer l'attaque, de manière synchronisée, au matin du 7 décembre. Alertes ignorées dans les jours précédents. Dans les jours précédant le 7 décembre 1941, les États-Unis reçurent de multiples signaux qui, analysés dans leur ensemble, auraient pu permettre d'anticiper une attaque japonaise. Cependant, ces signaux étaient fragmentaires, mal interprétés ou ignorés par les autorités compétentes. Le système de renseignement américain disposait de moyens pour intercepter les messages diplomatiques et militaires. L'un de ces programmes, connu sous le nom de MAGIC, permettait de décrypter les communications codées entre Tokyo et ses ambassades. Dès le mois de novembre, les analystes commencèrent à détecter une intensification de l'activité sur les canaux diplomatiques japonais à Washington. Malgré cela, aucune conclusion n'indiquait qu'une attaque armée était imminente. Le 4 décembre, un message intercepté montrait que le gouvernement japonais ordonnait la destruction de documents sensibles dans ses missions diplomatiques. Cette instruction fut jugée significative, mais elle ne donna pas lieu à une alerte généralisée. Les responsables de l'évaluation de la menace ne relièrent pas cet ordre à une attaque potentielle contre des installations militaires. Le 6 décembre, pendant la nuit, le texte presque complet d'un message japonais destiné à son ambassadeur à Washington fut reçu. Il annonçait la rupture des négociations avec les États-Unis. Le contenu fut partiellement décrypté avant l'attaque, mais il ne fut pas diffusé avec l'urgence requise.
Certains hauts fonctionnaires ne reçurent le document que le matin du 7. Parallèlement, depuis les Philippines, le général Douglas MacArthur disposait de rapports signalant des mouvements inhabituels dans les bases japonaises d'Asie du Sud-Est. Ces observations conduisirent à quelques mesures de préparation, mais aucune coordination directe ne fut établie avec la base de Pearl Harbor. Les autorités à Hawaï restèrent sans alerte spécifique d'attaque. Le 7 décembre, aux premières heures de la matinée, un radar situé au nord d'Oahu détecta l'approche d'une formation aérienne importante. Les opérateurs du système signalèrent l'anomalie à l'officier de garde, qui interpréta l'écho comme un groupe de bombardiers américains attendus en provenance du continent. Aucune alerte ne fut déclenchée. Ce même jour, l'un des destroyers en patrouille à l'entrée du port détecta la présence d'un sous-marin inconnu. Le navire ouvrit le feu et transmit un rapport par radio. Le signal fut reçu, mais n'était pas considéré avec l'urgence nécessaire. Le message ne fut pas immédiatement communiqué à tous les commandements. Outre ces indices opérationnels, il était largement admis que les relations diplomatiques avec le Japon étaient au plus bas. Pourtant, l'attention du gouvernement américain était partagée entre l'Europe et l'Asie. La possibilité d'une attaque directe sur le territoire américain n'était pas considérée comme une priorité. Dans les semaines précédentes, des rapports en provenance de Londres et d'autres capitales alliées avaient également mis en garde contre une possible attaque japonaise dans le Pacifique. Ces alertes suggéraient que les cibles les plus probables étaient les Philippines, Singapour ou les Indes néerlandaises. Pearl Harbor n'apparaissait pas parmi les destinations prévues. Le commandement militaire à Hawaï avait reçu des consignes générales concernant une éventuelle agression japonaise. Cependant, il ne disposait d'aucune donnée concrète ni de date. Une routine régulière d'exercice et de patrouille était maintenue, mais les niveaux d'alerte n'avaient pas été modifiés. Les avions étaient regroupés sur les aérodromes, les rendant plus vulnérables en cas d'attaque. Certains responsables civils et militaires, tant à Washington qu'à l'étranger, exprimèrent des inquiétudes précises lors de réunions tenues avant l'attaque. Mais ces avertissements furent dilués parmi de nombreux rapports et analyses. Aucune action centralisée ne permit de compiler et de synthétiser les informations disponibles. L'excès de confiance dans la capacité de dissuasion, la dispersion du système d'analyse et l'absence de communication directe entre les agences contribuèrent à l'absence de mesures immédiates. Chaque élément, pris isolément, ne semblait pas suffisant pour déclencher une réponse. Ensemble, cependant, ils formaient un schéma indiquant clairement le risque d'une offensive. Le 7 décembre commença comme un dimanche ordinaire pour les unités stationnées à Hawaï. Aucune alerte préalable n'avait été émise et la défense de la base navale n'avait pas été réorganisée. Les avertissements ne furent pas ignorés délibérément, mais ils ne furent pas non plus évalués avec le degré d'urgence que la situation exigeait. L'absence de réaction fut le résultat d'un système dispersé, d'une lecture incomplète du contexte et d'une sous-estimation de la capacité du Japon à mener une attaque à longue distance. Le 7 décembre, première vague. Le 7 décembre 1941, à 6 heures du matin, la flotte japonaise atteignit la position de lancement située à environ 300 km au nord de l'île d'Oahu. Depuis les porte-avions, 183 appareils commencèrent à décoller en formation préétablie. La première vague comprenait des avions torpilleurs, des bombardiers en piqué, des bombardiers horizontaux et des chasseurs d'escorte. Le commandement de l'opération aérienne fut confié au commandant Mitsuo Fuchida, qui dirigeait la formation générale depuis son bombardier. Chaque escadron avait reçu des objectifs spécifiques en fonction des cibles primaires. Les torpilleurs devaient attaquer les principaux navires ancrés dans la base navale, les bombardiers en piqué visaient les aérodromes, et les bombardiers horizontaux se concentraient sur les hangars et les bâtiments logistiques. L'approche vers Oahu se fit à basse altitude pour éviter la détection radar pendant la phase initiale. Malgré une visibilité réduite due à des bancs de nuages, la flotte aérienne parvint à maintenir sa formation et à ajuster ses temps d'arrivée. À mesure de leur rapprochement de l'île, les pilotes confirmèrent l'absence d'alerte aérienne significative. À 7h49, Fuchida transmit le signal d'attaque par un message codé. Simultanément, les premières bombes tombèrent sur les aérodromes de Hickam Field, Wheeler Field et Bellows Field. L'objectif était de neutraliser la capacité de réponse aérienne américaine avant de frapper les cibles navales. Dans les premières minutes, les avions japonais réussirent à détruire une grande quantité d'aéronefs au sol.
La majorité des avions américains étaient alignés en rangées ouvertes, les rendant particulièrement vulnérables. Beaucoup furent touchés avant même de pouvoir décoller. La défense antiaérienne américaine s'activa rapidement, mais son intensité initiale était limitée par l'état de repos des unités. Tandis que les aérodromes étaient attaqués, les torpilleurs et les bombardiers se dirigèrent vers la baie de Pearl Harbor. La cible principale était les cuirassés ancrés dans la zone appelée rangée des cuirassés. Parmi eux se trouvaient l'USS Arizona, l'USS Oklahoma, l'USS West Virginia et l'USS California. Les torpilleurs, utilisant des torpilles spécialement adaptées aux eaux peu profondes, larguèrent leurs armes à basse altitude. Les défenses antiaériennes des navires commencèrent à riposter, mais l'attaque atteignit ses premières cibles en quelques minutes. L'USS Oklahoma fut frappé par plusieurs torpilles et commença à chavirer rapidement. L'USS West Virginia subit également de multiples impacts, étant gravement endommagé. Simultanément, les bombardiers en vol horizontal larguèrent de grosses bombes sur les navires. L'USS Arizona reçut un impact direct qui atteignit une soute à munitions, provoquant une explosion interne de grande ampleur. Le navire coula en quelques minutes, entraînant la majorité de son équipage avec lui. La réaction américaine fut immédiate mais désorganisée. Les équipages qui parvinrent à rejoindre leur poste tentèrent d'activer les batteries antiaériennes, d'organiser des brigades de lutte contre les incendies et de secourir les blessés. De nombreux marins, surpris pendant le petit déjeuner ou des activités de routine, furent contraints d'improviser une réponse en plein assaut. La première vague japonaise dura environ 30 minutes. Pendant ce laps de temps, la base aérienne de Hickam subit des dommages considérables. Plusieurs hangars furent détruits et de nombreux avions rendus inutilisables. Wheeler Field et Bellows Field furent également quasiment mis hors service. Dans la zone navale, l'USS Nevada parvint à commencer des manœuvres pour quitter le port, malgré une attaque aérienne intense. D'autres navires plus petits tentèrent également de changer de position pour compliquer les bombardements, mais la majorité des unités principales restèrent stationnées, devenant des cibles vulnérables. Les commandants japonais évaluaient en temps réel le niveau des dommages infligés. Les premiers rapports indiquaient que l'objectif de neutralisation de la capacité aérienne et navale américaine à Hawaï avait été atteint. La coordination entre les différents types d'avions fut maintenue avec précision, malgré la résistance rencontrée. La première vague retourna au porte-avions vers 8h30 avec des pertes minimales. Chaque unité récupéra ses avions selon le plan établi. Les pilotes transmirent leurs observations sur les dégâts causés, informations qui seraient utilisées pour ajuster la seconde vague. Pendant ce temps, sur l'île d'Oahu, le personnel militaire et civil tentait d'organiser les efforts de secours, de lutte contre les incendies et de sauvetage des personnes piégées à bord des navires endommagés. L'attaque avait été surprise, dévastatrice dans son exécution et avait eu un impact immédiat sur la capacité défensive des États-Unis dans le Pacifique. Deuxième frappe aérienne sur Oahu. Après le retour des avions de la première vague, la seconde formation japonaise entama son approche vers Oahu. Elle était composée de 167 appareils répartis en 3 groupes. Sa mission principale était de consolider les dégâts infligés précédemment en se concentrant sur les navires encore à flot et sur les cibles terrestres qui n'avaient pas été entièrement atteintes. À bord des porte-avions, les techniciens avaient ravitaillé et réarmé les avions depuis 7 heures du matin. La deuxième vague décolla peu après 8h30. Chaque escadron connaissait à l'avance sa cible assignée. Le groupe de bombardiers en piqué viserait les destroyers, croiseurs et autres navires de plus petite taille. Les bombardiers horizontaux attaqueraient de nouveau les installations militaires, tandis que les chasseurs accompagneraient les formations pour les protéger contre un éventuel décollage d'avions américains. Pendant le trajet, les pilotes reçurent des informations partielles sur les événements de la première phase. Bien que certains navires aient déjà été touchés, plusieurs restaient opérationnels. Parmi eux, l'USS Nevada tentait de quitter le port, ce qui en faisait une cible prioritaire. La seconde vague atteignit Oahu peu après 9 heures du matin. L'attaque fut répartie en plusieurs points. Au-dessus de la base navale, les bombardiers se concentrèrent sur les navires montrant des signes d'activité. L'USS Nevada reçut de nouveaux impacts qui l'obligèrent à s'échouer près de l'entrée du port pour ne pas bloquer le canal de sortie. L'USS Pennsylvania, qui se trouvait en cale sèche, fut atteint par des bombes qui endommagèrent son pont et les structures voisines.
Sur les aérodromes, les avions japonais attaquèrent des positions déjà touchées, s'assurant que les hangars et pistes de décollage soient entièrement hors d'usage. Le terrain de Kaneohe, utilisé par l'aviation navale, fut la cible d'attaques répétées. Le nombre d'avions américains détruits au sol augmenta encore, réduisant davantage la possibilité d'une riposte aérienne efficace. Lors de cette seconde vague, les défenses américaines réagirent avec plus d'intensité. Les unités antiaériennes des navires et des bases terrestres étaient déjà actives. La précision du tir s'était améliorée, entraînant la perte de plusieurs avions japonais. Malgré cela, les escadrons maintinrent leur cap et remplirent la majorité de leurs objectifs avant de se retirer. Les conditions dans le port étaient chaotiques. La fumée provenant des navires en feu rendait la visibilité difficile. Certains petits navires tentaient de se déplacer pour libérer de l'espace aux équipes de secours. Les blessés étaient transportés comme on le pouvait vers les hôpitaux militaires. Dans plusieurs zones, les communications étaient interrompues, empêchant une coordination efficace. Les pilotes japonais observèrent que plusieurs des navires touchés lors de la première vague continuaient à brûler. L'USS Arizona restait coulé et l'USS Oklahoma demeurait retourné. L'USS Maryland et l'USS Tennessee, bien que endommagés, restaient à flot, partiellement protégés par leur emplacement aux côtés d'autres navires. Les commandants japonais évaluèrent depuis les airs la possibilité de lancer une troisième vague. Cependant, ils ne disposaient pas d'informations précises sur la position des porte-avions américains absents du port ce jour-là. Cette absence fut perçue comme une lacune dans les résultats de l'attaque, les porte-avions étant considérés comme les cibles les plus stratégiques. Vers 10h30, les avions de la deuxième vague commencèrent à se replier. Ils avaient réussi à accomplir la majorité de leur mission. Les pertes en avions furent plus élevées que lors de la première vague, mais restèrent dans les limites prévues par le haut commandement japonais. Aucun navire japonais ne fut endommagé durant l'opération. De retour sur les porte-avions, les pilotes rapportèrent que les principales cibles avaient été atteintes et que la riposte défensive américaine s'était intensifiée. Le commandement opérationnel japonais décida de ne pas ordonner de troisième vague. Il fut estimé que poursuivre l'attaque pourrait entraîner des pertes supplémentaires inutiles et mettre la flotte en danger. À terre, l'attaque avait cessé, mais ses effets étaient visibles sur toute l'île. La base navale, les aérodromes et les installations logistiques présentaient d'importants dégâts. Des incendies continuèrent de brûler dans plusieurs secteurs. Les autorités militaires américaines œuvraient pour rétablir le contrôle et organiser les premiers rapports de dommages. L'objectif de la seconde vague avait été de consolider les destructions et d'empêcher toute réaction immédiate de la part des États-Unis. L'action fut exécutée avec précision dans le cadre tactique établi. À partir de ce moment, les forces japonaises entamèrent leur repli, sans savoir encore quelle serait l'ampleur de la riposte. Pertes humaines et matérielles après le bombardement. À la fin de la seconde vague de l'attaque japonaise, l'ampleur des pertes à Pearl Harbor commença à devenir évidente. Dans les heures qui suivirent, les unités militaires américaines entreprirent un premier recensement des dégâts. Les chiffres furent ajustés progressivement au fur et à mesure que les rapports étaient finalisés et que les corps étaient récupérés. Le nombre de morts parmi le personnel militaire dépassa 2400. La majorité appartenait à la marine de guerre, avec un pourcentage élevé de pertes concentrées sur les cuirassés touchés lors de la première vague. Le navire ayant enregistré le plus grand nombre de morts fut l'USS Arizona, avec plus de 1100 décès dus à une explosion interne provoquée par une bombe ayant percé son pont. L'USS Oklahoma compta plus de 400 morts, après avoir chaviré à la suite de l'impact de plusieurs torpilles. Le reste des pertes fut réparti entre l'USS West Virginia, l'USS California, l'USS Nevada, l'USS Maryland, l'USS Tennessee et d'autres navires plus petits. Il y eut également des victimes au sol, notamment sur les bases aériennes de Hickam, Wheeler et Kaneohe, où le personnel fut touché pendant les bombardements ou par les incendies consécutifs. En plus des morts, plus de 1100 personnes furent blessées. Beaucoup souffrirent de brûlures, de blessures causées par des éclats ou de lésions dues à des explosions secondaires. Les unités médicales, tant militaires que civiles, travaillèrent sans relâche durant les premiers jours pour soigner les blessés. Des postes de secours furent improvisés dans des hangars, des entrepôts et des zones protégées. En ce qui concerne la flotte, les pertes matérielles furent considérables. 4 cuirassés furent coulés.
l'USS Arizona, l'USS Oklahoma, l'USS West Virginia et l'USS California. 4 autres furent endommagés à divers degrés, sans sombrer. L'USS Nevada, touché alors qu'il tentait de quitter le port, subit de lourds dégâts et dut s'échouer pour ne pas bloquer le chenal. Parmi les croiseurs, l'USS Helena et l'USS Raleigh furent touchés. Plusieurs destroyers et navires auxiliaires furent également endommagés ou mis hors d'usage. Au total, plus d'une vingtaine de navires furent frappés pendant l'attaque, certains présentant des dégâts structurels graves. L'aviation américaine à Hawaï perdit près de 200 avions. La majorité fut détruite au sol avant d'avoir pu décoller. Les avions étaient alignés en rang et exposés, facilitant leur destruction par les bombardiers japonais. Très peu parvinrent à décoller pendant l'attaque et seuls quelques-uns affrontèrent brièvement les chasseurs ennemis. Les installations terrestres furent également gravement endommagées. À Hickam Field, plusieurs bâtiments furent détruits ou endommagés. Il en alla de même à Wheeler Field et dans les stations aériennes de la marine. Les systèmes de communication furent interrompus et les services électriques affectés par des incendies et des explosions. Plusieurs dépôts de carburant furent détruits, compliquant les opérations dans les jours suivants. Les pertes ne se limitèrent pas au domaine militaire. Des victimes civiles furent également signalées. Certaines zones résidentielles proches des bases furent touchées accidentellement par des tirs anti-aériens ou des explosions secondaires. Les chiffres exacts varièrent, mais plusieurs décès civils et un nombre indéterminé de blessés furent confirmés. La réaction initiale des autorités américaines consista à établir des priorités. D'abord, il fallut secourir les survivants piégés à bord des navires coulés ou endommagés. Ensuite, les blessés furent transférés vers les hôpitaux disponibles. La lutte contre les incendies fut également amorcée, notamment sur l'USS Arizona, l'USS California et plusieurs installations terrestres. Dans les jours suivants, des opérations de sauvetage furent menées. Sur l'USS Oklahoma, des plongeurs travaillèrent pendant plusieurs jours pour tenter de sauver les marins piégés dans les compartiments internes. Des signaux furent entendus à l'intérieur de la coque, mais dans de nombreux cas, les secours arrivèrent trop tard. L'infrastructure portuaire subit des dégâts considérables, bien que le canal d'accès ne fût pas bloqué de manière permanente. Cela permet de maintenir un minimum d'opérabilité et de faciliter l'arrivée de renforts depuis le continent. Les pistes d'atterrissage furent pour la plupart réparées rapidement, ce qui permit de rétablir une partie de la capacité aérienne dans les jours suivants. Sur le plan logistique, la marine de guerre américaine subit une perte significative de ses principales unités de combat, ce qui bouleversa son dispositif initial dans le Pacifique. L'absence de porte-avions à Pearl Harbor au moment de l'attaque permit qu'il ne soit pas détruit, ce qui aurait des conséquences stratégiques plus tard. Cependant, la perte de cuirassés et l'état général de la base représentaient un recul immédiat pour la capacité militaire américaine dans cette région. L'inventaire des pertes, humaines et matérielles, fut consigné dans les rapports transmis à Washington dans les jours suivants. Les chiffres furent vérifiés par des commissions spéciales. Malgré l'ampleur de l'attaque, la base de Pearl Harbor ne fut pas totalement mise hors d'usage. Certaines unités survécurent et les travaux de réparation commencèrent immédiatement. Réaction immédiate du commandement américain. Dans les premières heures qui suivirent l'attaque de Pearl Harbor, les autorités militaires et civiles des États-Unis commencèrent à réagir à l'ampleur des événements. Sur l'île d'Oahu, le commandement local fut temporairement désorganisé, mais il fut rétabli avec une relative rapidité. Les priorités initiales furent d'empêcher de nouvelles attaques, de secourir les blessés et d'éviter des incendies majeurs. L'amiral Husband Kimmel, commandant de la flotte du Pacifique, et le lieutenant-général Walter Short, responsable de la défense de l'armée à Hawaï, prirent des mesures immédiates pour réorganiser les unités disponibles. Les 2 officiers avaient été pris par surprise, sans information préalable leur permettant de préparer une défense efficace. Dans la matinée du 7 décembre, ils coordonnèrent l'activation de toutes les ressources opérationnelles encore fonctionnelles. Des patrouilles aériennes et maritimes furent mises en place pour détecter toute éventuelle nouvelle offensive. Les avions non détruits furent ravitaillés, tandis que pilotes et mécaniciens s'efforçaient de réparer les appareils endommagés. Des observateurs côtiers furent déployés, et la préparation de défenses antiaériennes permanentes fut ordonnée en divers points de l'île. À Washington, l'attaque fut confirmée vers midi, heure locale, grâce à des rapports directs de la base de Pearl Harbor et à des communications diplomatiques interceptées.
Le président Franklin Delano Roosevelt fut informé des faits par ses conseillers militaires et du renseignement. Peu après, il convoqua son cabinet pour évaluer la situation et définir une réponse immédiate. L'état d'urgence fut déclaré sur l'ensemble du territoire hawaïen. Des mesures de sécurité supplémentaires furent activées sur les côtes du Pacifique continental. La marine et l'armée commencèrent à mobiliser des unités de remplacement et l'envoi prioritaire de personnel médical, d'ingénieurs et de fournitures logistiques vers les îles fut ordonné. Pendant ce temps, les services de renseignement travaillaient à la collecte de tous les antécédents liés à l'attaque. Des interceptions de messages, des rapports diplomatiques et des mémorandums internes furent passés en revue. L'objectif était de déterminer s'il existait une responsabilité pour omission à des niveaux supérieurs du commandement. Dans les jours suivants, le Congrès reçut des informations détaillées sur les événements. Des audiences spéciales furent organisées pour recueillir les témoignages d'officiers supérieurs et de responsables de la défense à Hawaï. Les déclarations de Kimmel et Short furent particulièrement examinées en raison de leur rôle central. Tous deux furent relevés de leurs fonctions quelques jours plus tard, dans l'attente d'enquêtes plus approfondies. Le département de la guerre coordonna l'envoi d'unités supplémentaires dans le Pacifique. Les processus d'enrôlement, de formation et de déploiement furent accélérés. Les principales bases navales de la côte ouest passèrent en état d'alerte maximale. Des exercices de simulation furent organisés pour faire face à la possibilité d'attaques similaires dans d'autres régions. Sur le plan diplomatique, le département d'État suspendit toutes les relations avec le Japon. Les ambassadeurs furent rappelés pour consultation et les représentations diplomatiques fermées. Les citoyens japonais résidant aux États-Unis furent soumis à des mesures restrictives, y compris des contrôles, une surveillance et des limitations de déplacement. Quelques jours plus tard, des internements commencèrent dans des camps désignés par le gouvernement. Dans les heures suivant l'attaque, des rapports signalèrent d'autres mouvements militaires japonais en Asie. L'offensive ne se limitait pas à Hawaï. Simultanément, le Japon attaquait les Philippines, la Malaisie, Guam et Hong Kong. Cela confirma qu'il s'agissait d'une opération de grande envergure, destinée à bouleverser l'équilibre militaire dans tout le Pacifique. Le président Roosevelt resta en contact constant avec les principaux chefs militaires. Les premiers brouillons d'une déclaration officielle de guerre furent rédigés. Les hauts commandements de l'armée et de la marine commencèrent à élaborer des plans de contre-attaque et de réorganisation des forces. En parallèle, l'état de l'industrie de guerre fut évalué afin d'en augmenter la production dans les mois à venir. Dans les médias, l'attaque fut rapportée par le biais de communiqués officiels. L'information fut diffusée par la radio et la presse écrite, d'abord avec des détails partiels. Elle fut ensuite mise à jour à mesure que de nouveaux rapports arrivèrent d'Hawaï. La réaction de la population fut immédiate. Des manifestations spontanées eurent lieu dans diverses villes, accompagnées de démonstrations de soutien aux forces armées. Les principales chaînes de radio diffusèrent les messages du président et d'autres responsables. La population fut appelée au calme et à la coopération de tous les secteurs pour faire face à la nouvelle situation. Le sentiment général était celui d'indignation et d'unité face aux événements. Les organismes chargés de la défense civile commencèrent à organiser des formations, des exercices d'évacuation et des campagnes d'information. Les communications entre les niveaux fédéral, étatique et local furent renforcées. Les mesures prises dans les jours qui suivirent l'attaque marquèrent le début d'une transformation complète de la posture défensive des États-Unis. L'entrée officielle des États-Unis dans la guerre. Le 8 décembre 1941, tôt le matin, le président Franklin Delano Roosevelt se rendit au Capitole pour demander au Congrès des États-Unis une déclaration formelle de guerre contre le Japon. L'attaque contre Pearl Harbor avait eu lieu 24 heures plus tôt et l'ampleur des dégâts était déjà connue des législateurs et de l'opinion publique. La session du Congrès fut convoquée en urgence. La Chambre des représentants et le Sénat se réunirent en session conjointe. L'enceinte était comble, avec la présence de sénateurs, de députés, de juges, de membres du cabinet et de représentants des forces armées. La présence personnelle de Roosevelt soulignait la gravité de la situation. Le président lut un message bref, rédigé avec précision par son équipe. Dans son discours, il qualifia l'attaque japonaise de délibérée, surprise et coordonnée. Il précisa que non seulement Pearl Harbor avait été attaqué, mais aussi d'autres territoires sous responsabilité américaine, tels que les Philippines, Guam et l'île de Wake.
Le message insista sur le fait que le Japon avait envoyé des diplomates à Washington alors qu'il préparait simultanément son offensive. Roosevelt n'utilisa ni termes émotionnels ni descriptions graphiques. Il adopta un ton ferme et direct. Il affirma que les faits constituaient un acte de guerre et que les États-Unis devaient réagir immédiatement. Il conclut en demandant au Congrès de reconnaître l'état de guerre entre la nation et l'Empire du Japon, avec effet rétroactif à l'instant de l'attaque. Après l'intervention du président, les législateurs entamèrent le processus formel de vote. À la Chambre des représentants, le résultat fut de 438 voix pour et 1 contre. Au Sénat, la résolution fut adoptée à l'unanimité. Le seul vote dissident fut émis par une députée qui, bien qu'ayant condamné l'attaque, s'opposait par principe à toute forme de guerre. Son vote ne modifia pas l'approbation générale, ni ne suscita de débat important. Une fois la résolution adoptée, le Congrès la transmit à l'exécutif. Roosevelt la signa immédiatement et le document fut publié officiellement. Dès ce moment, les États-Unis se trouvèrent formellement en état de guerre contre le Japon. La déclaration fut accompagnée d'ordres exécutifs visant à étendre le recrutement, à renforcer la production industrielle et à augmenter la capacité opérationnelle des forces armées. La nouvelle fut diffusée par tous les canaux de communication. Les stations de radio interrompirent leur programmation pour lire la résolution. Les journaux publièrent des éditions spéciales avec les détails du processus législatif. Les bureaux de poste, gares et bâtiments publics affichèrent des consignes à l'attention de la population en cas de mobilisation ou d'urgence. Simultanément, les unités militaires reçurent des ordres de préparation. L'armée, la marine et l'armée de l'air réorganisèrent leurs commandements, augmentèrent leur niveau d'alerte sur tous les fronts et accélérèrent les entraînements. Des directives furent émises pour prioriser le déploiement des troupes dans le Pacifique et coordonner la défense du territoire continental. Dans les ambassades américaines à l'étranger, les diplomates transmirent la résolution du Congrès aux gouvernements respectifs. Un soutien politique et une collaboration furent demandés pour affronter ce qui était déjà considéré comme un conflit international. En Europe, plusieurs gouvernements alliés exprimèrent immédiatement leur soutien. En Amérique latine, les gouvernements commencèrent à réévaluer leurs relations diplomatiques avec le Japon. En parallèle, le département du Trésor activa des mécanismes pour geler les avoirs financiers des ressortissants japonais résidant aux États-Unis. Des mesures furent également adoptées pour surveiller les opérations bancaires, les envois postaux et les communications internationales. Des contrôles commencèrent dans les ports, les gares et les zones sensibles. Dans les heures suivant la déclaration, des volontaires affluèrent dans les bureaux de recrutement. Des jeunes de diverses villes se présentèrent pour s'engager dans les forces armées. Les universités, les usines et les syndicats publièrent des communiqués en soutien au gouvernement. Les organisations de défense civile intensifièrent leurs activités. La déclaration de guerre du 8 décembre marqua le début officiel de la participation directe des États-Unis à la Seconde Guerre mondiale. À partir de ce moment, les opérations militaires s'élargirent progressivement et la nation entama une réorganisation pour soutenir un conflit à l'échelle mondiale. Répercussions stratégiques initiales. Après l'attaque de Pearl Harbor et la déclaration officielle de guerre, des conséquences stratégiques immédiates commencèrent à se manifester tant pour les États-Unis que pour le Japon. La situation dans le Pacifique se transforma rapidement dans les jours suivants, le 7 décembre 1941. Tout d'abord, les États-Unis perdirent la capacité opérationnelle d'une partie considérable de leur flotte du Pacifique. Bien que plusieurs navires endommagés furent ultérieurement récupérés ou réparés, leur absence initiale créa une brèche significative dans la défense de l'archipel hawaïen et d'autres zones insulaires. La flotte fut limitée dans ses déplacements, sans capacité immédiate pour mener des contre-attaques majeures. Les porte-avions américains, absents de Pearl Harbor au moment de l'attaque, furent désignés comme le nouvel axe central des opérations navales. Les autorités militaires modifièrent leur doctrine afin de s'adapter à une guerre reposant sur la projection aérienne depuis la mer. Cette réorientation exigea une redéfinition de l'usage des ressources et de l'entraînement des équipages. Sur le plan tactique, la priorité fut de protéger les routes d'approvisionnement vers les îles du Pacifique et vers l'Asie. Les patrouilles maritimes et aériennes furent intensifiées et la construction de nouvelles bases intermédiaires fut décidée. La production d'avions, de munitions et d'unités navales fut accélérée dans les chantiers navals de la côte ouest. Le département de la guerre réorganisa les commandements.
Des officiers expérimentés furent affectés à de nouvelles fonctions et des équipes conjointes entre l'armée et la marine furent mises en place. Le commandement unifié dans le Pacifique se consolida, avec des structures visant à coordonner plus efficacement les opérations. Un réseau de renseignement plus étendu fut également établi pour prévenir de futures attaques surprises. Sur le plan diplomatique, l'entrée en guerre des États-Unis provoqua des réactions immédiates. L'Allemagne et l'Italie, en vertu du pacte signé avec le Japon, déclarèrent la guerre aux États-Unis le 11 décembre. L'administration Roosevelt répondit par des déclarations similaires le même jour. Cela confirma que le conflit avait désormais une portée mondiale. Au Japon, l'état-major militaire considéra le succès initial de l'attaque comme une opportunité d'avancer vers d'autres territoires sans opposition directe. Dans les jours suivant Pearl Harbor, les forces japonaises lancèrent des opérations coordonnées aux Philippines, en Malaisie, à Hong Kong et dans les Indes néerlandaises. Ces offensives furent rapides, profitant de l'absence de réponse organisée de la part des Alliés. Le haut commandement japonais maintint sa stratégie d'expansion durant les semaines suivantes. L'objectif était de consolider une vaste zone de contrôle avant que les États-Unis ne puissent rétablir leur capacité offensive. Des bases aériennes temporaires furent établies et des ports stratégiques occupés pour garantir le flux de ravitaillement. Cependant, l'absence des porte-avions américains à Pearl Harbor inquiéta certains officiers japonais. La flotte aérienne n'avait pas réussi à localiser ni endommager ces unités, ce qui fut considéré comme une omission stratégique. Cette situation donna lieu à des débats internes sur l'opportunité d'une troisième vague durant l'attaque initiale, qui ne fut finalement pas menée. Aux États-Unis, l'opinion publique se rallia immédiatement après l'attaque. Les démonstrations de soutien au gouvernement et aux forces armées se traduisirent par une hausse spectaculaire du volontariat. Les centres de recrutement enregistrèrent un nombre record de candidats. Une mobilisation industrielle fut également amorcée avec la reconversion d'usines civiles en sites de production militaire. Le Congrès approuva en urgence des crédits budgétaires pour renforcer les capacités de l'armée, de la marine et de l'aviation. De nouveaux impôts furent instaurés, des obligations de guerre émises et des campagnes d'épargne promues auprès de la population. Les universités et centres de recherche commencèrent à collaborer avec le gouvernement sur des projets technologiques et logistiques. Les autorités militaires américaines entamèrent la planification d'une offensive à long terme. Une victoire rapide n'était pas envisagée. Des plans furent établis pour créer des points d'appui dans le Pacifique, reconquérir les zones occupées par le Japon et atteindre à terme les îles principales de l'archipel japonais. Concernant la population japonaise résidant aux États-Unis, des mesures restrictives furent appliquées, menant par la suite à des internements massifs. Le gouvernement fédéral autorisa des perquisitions, le gel de comptes et des limitations de déplacement. Ces actions furent justifiées comme des mesures de sécurité, bien qu'aucun acte de sabotage n'ait été documenté à ce moment-là de la part de citoyens d'origine japonaise. Les conséquences immédiates de l'attaque se reflétèrent également à l'échelle internationale. Plusieurs pays d'Amérique latine rompirent leurs relations diplomatiques avec le Japon. D'autres, comme le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, déclarèrent la guerre en même temps que les États-Unis. La carte des alliances se consolida, et les différents fronts du conflit commencèrent à coordonner leurs actions selon des intérêts communs. L'attaque de Pearl Harbor, au-delà de ses effets directs, entraîna un changement définitif dans la structure du conflit. Dès ce moment, le Pacifique devint un théâtre d'opérations centrales, et les États-Unis passèrent d'une posture défensive à une stratégie de contre-offensive soutenue. Les décisions prises dans les jours suivant l'attaque marquèrent le début d'une nouvelle phase de la guerre. L'attaque de Pearl Harbor ne fut ni un événement isolé, ni totalement inattendu dans son origine. Elle constitua l'aboutissement d'une série de tensions accumulées pendant des années entre deux puissances aux intérêts opposés dans le Pacifique. Le Japon prit la décision d'agir par le biais d'une attaque soigneusement planifiée, alors même que les discussions diplomatiques se poursuivaient encore. L'exécution militaire, divisée en deux vagues, atteignit son objectif immédiat, affaiblir temporairement la capacité navale des États-Unis dans la région. Les conséquences furent directes. Les États-Unis déclarèrent la guerre dès le lendemain, et d'autres puissances s'alignèrent progressivement dans les jours suivants. À partir de ce moment, le conflit s'étendit à l'échelle mondiale avec l'ouverture de nouveaux fronts. La guerre dans le Pacifique prit une dimension totale avec des implications militaires, politiques et stratégiques à long terme.
La bataille de Pearl Harbor marqua le début formel de cette nouvelle phase. Tous les éléments qui la précédèrent et la suivirent s'enchaînèrent sans interruption. Le dénouement ne se produisit pas en une seule journée, mais il commença clairement le matin du 7 décembre 1941.